Deuxième sommet extraordinaire de la CEAC à Kinshasa. La réunion de ce mardi devrait aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEAC en vue d'accompagner le processus politique au Tchad. Nouveau combat entre l'armée congolaise et le M23, des affrontements sur l'axe Kamungenga alors que la situation est sous contrôle des FARDC. Kinshasa et Kigali se sont mutuellement accusés dans la soirée. Le point avec le président de la société civile de Rutshuru dans ce journal. Élection 2023, la CENI a déjà reçu plus de 400 millions de dollars américains pour son organisation dans le délai. Affirmation de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Édition du journal, merci de nous rejoindre sur Télé 50. Kinshasa abrite, à l'heure qu'il est, la deuxième session extraordinaire de la CEAC consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale. Les forces armées de la RDC maintiennent la pression sur les M23 coincés à Rutshuru. Les combats ont repris notamment sur l'axe Kamungenga où les terroristes du M23 ont rencontré la puissance de feu de l'armée congolaise. La situation est donc sous contrôle des FARDC dans tous les fronts. On écoute Jean-Claude Babanzé, président de la société civile de Rutshuru. Bon, il faut dire que pour la journée d'aujourd'hui, il y a une accalmie sur toutes les lignes de front. Mais bien entendu, c'est après que M23 avait lancé des attaques sur nos positions depuis le jeudi, notamment à Kabindi et même au niveau de Kamungenga. Hier, ils ont attaqué une position au niveau de Kazuba. Et partout là, ils ont été repoussés, à part en Kamungenga où ils ont essayé quand même de tenter de récupérer une localité, mais qui est toujours en dispute avec le militaire FARDC. Bien évidemment, ça a toujours été notre souhait. Donc, il faut combattre les offensives pour chasser tous ces bandits qui nous insécurisent. Mais pour ce cas, je dois vous dire que ce n'est pas les FARDC qui avaient attaqué, c'est plutôt le M23 qui a commencé par attaquer nos militaires. Bon, en tout cas, ce qui va, il faut se comporter très bien sur le terrain. Sur d'autres lignes, notamment vers Kabyle, les FARDC sont très bien avancés. Au niveau de Kazuba, ils sont très bien défendus, parce que là, vraiment, elles se comportent très bien nos militaires. Honneur militaire, le commandant de la 21e région militaire du Grand Kasaï, le général John Chibangu, est arrivé lundi 24 octobre à Mbuji-Mayi, quelques jours après sa nomination. Il a finalement rejoint son nouveau poste d'attache. Lui, c'est le général des brigades John Chibangu, nouveau commandant de la 21e région militaire qui est arrivé ce lundi à Mbuji-Mayi, où il a été accueilli à l'aéroport par des officiers de la police et de l'armée avec les troupes d'honneur de la garnison de Mbuji-Mayi pour lui rendre les honneurs dignes de son rang. Rassurant et déterminé non seulement à sécuriser toutes les 5 provinces du Grand Kasaï, mais aussi et surtout à mériter la confiance du commandant suprême et de la hiérarchie des forces armées. Dont nos hommages les plus déférents au commandant suprême, lequel nous a fait confiance de nous nommer commandant région militaire. Je remercie aussi toute la population, mais aussi tous les amis de la police, de l'armée qui se sont mobilisés pour nous rendre un si bel accueil. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Nous voulons, je vais vous dire que nous venons renforcer les efforts déjà faits par mon prédécesseur, mais aussi avec l'équipe qui est sur place. À la population, non seulement du Kasaï oriental, mais aussi de toutes les provinces qui sont sous notre commandement, nous disons que nous venons ici pour travailler, pour ramener la paix. Promu général des brigades, puis nommé commandant à la 21e région militaire par ordonnance présidentielle, John Chibangu va officiellement prendre ses fonctions dans les heures qui suivent à l'état-major, commandement de sa région au camp militaire Ntélé. Visite de courtoisie familiale et politique, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia et Obaminaku, ancien président du Parlement, ont échangé avec Léon Kengo Adondo en sa résidence familiale. Des sujets politiques et sécuritaires du pays étaient au centre de la rencontre. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au patriarche Kengo, notre ancien président du Sénat.
je viens de temps en temps aussi me ressourcer auprès de lui pour discuter avec lui quelques problèmes qui concernent notre pays. Donc, c'est une bibliothèque pour nous. Je suis venu le voir, lui rendre visite de courtoisie et parler avec lui d'un certain nombre de problèmes qui concernent notre pays. Processus électoral en RDC, 400 millions de dollars américains, c'est la somme déjà décaissée par le gouvernement et mise à la disposition de la CENI. Affirmation du ministre des Finances Nicolas Kazadi lors du briefing hebdomadaire conduit par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. J'avais dit au dernier conseil des ministres que nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auquel vient de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue, d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre, qui n'est pas encore payée, mais qui le sera. Et donc nous avançons normalement. Voilà. Voilà, prochaine question à voir, c'est que nous avons une option claire. Il est hors des questions de discuter avec des terroristes. Nous avons souscrit à un processus de négociations qui nous impose de ne pas rouvrir les hostilités, mais nous avons le devoir de défendre l'intégrité du territoire et c'est ce que nous faisons, et d'ailleurs bien suivant les informations que nous avons reçues, et cela devrait continuer. Ici, il faut dénoncer le M23 et ses alliés qui font des morts inutiles, de morts évitables. Si vous vous informez davantage, on vous dira par exemple que pour nos forces, on était hésitant d'ailleurs à un moment parce que ça se passe dans un centre urbain où il y a, au moment où je vous parle, il y a près de 500 compatriotes qui sont pris entre les deux feux. Alors, nous ne sommes pas des terroristes. Est-ce qu'il faut qu'on tire sur notre propre population? Mais je pense que lorsqu'on parle de justice, ceux qui se complaisent à continuer à s'aimer des drames dans les familles des Congolaises, y répondront le moment venu. Devant Dieu ou devant les hommes, mais le temps de la justice arrivera, mais la détermination du gouvernement reste intacte. Nous protégerons chaque centimètre de notre territoire national. Durant 3 jours, il s'est tenu à Kinshasa, en République du Congo, la 8e Assemblée générale et 9e colloque international du Forum de l'inspection générale d'État d'Afrique et institutions assimilées. L'IGF est parmi les invités à ces assises qui ont tablé sur le contrôle de l'ordre administratif face aux défis de la bonne gouvernance. Parmi les délégations des pays membres qui ont assisté à ces assises figurent la République démocratique du Congo avec l'OCEP et l'inspection générale des finances représentée par l'inspecteur général des finances chef des services adjoint Victor Batoubenga. L'Assemblée générale du Forum international des inspections générales des États d'Afrique et institutions assimilées s'est terminée par l'adoption de 20 résolutions, parmi lesquelles celles relatives à l'adoption des différents rapports d'activité, des rapports des commissaires aux comptes, les budgets annuels du FIG et l'Institut du Forum des inspections générales des États d'Afrique, l'examen et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que des manuels des procédures administratives et financières et amendements des statuts de l'Institut. Le colloque a permis aux participants de suivre les orateurs bien sélectionnés sur des sous-thèmes liés au thème principal. Ils ont ainsi eu l'occasion de discuter et d'échanger d'expériences vécues sur terrain. Le premier ministre du pays hôte, Anatole Makosso, s'est réjoui de la tenue de ces forums qui touchent du doigt les grandes préoccupations des pays membres, entre autres la bonne gouvernance, qui n'est pas une option, mais plutôt une exigence. La bonne gouvernance, elle n'est pas une option, elle est une exigence. Elle permet d'avoir une administration performante et des services publics de qualité au service du citoyen. La généralisation des principes de bonne gouvernance permet de surmonter les nombreux défis en évitant tout abus. Les forums des inspections générales des États d'Afrique et institutions assimilées tient ces assemblées générales et colloques après 2 ans. Une exception pour cette fois-ci, ce forum est organisé après 4 ans en raison des difficultés liées au Covid-19.
La CENI a procédé au lancement des tests de recrutement de ses agents temporaires à Kenge. Nous sommes dans la province du Kwango. C'est en prélude de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs prévue en décembre 2022. Et d'après le rapport adjoint de la centrale électorale, seuls les meilleurs seront retenus comme personnel temporaire de cette institution. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Muyindo, a lancé les tests de recrutement du personnel temporaire de la CENI en prélude de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs prévue en décembre 2022. Précision que la CENI recrute un personnel réparti en 4 catégories, notamment les formateurs électoraux provinciaux, les formateurs électoraux territoriaux, le point focaux, juristes et opérateurs de saisie. Après avoir présenté ses civilités aux autorités provinciales au gouvernorat, où il a eu un tête-à-tête avec le vice-gouverneur Tangandandou Saturnin, représentant le gouverneur en péché, le rapporteur adjoint a visité les installations du secrétariat exécutif provincial Kwango et s'est rassuré à cette occasion des dispositions pratiques prises pour le déroulement du test du premier au dernier jour. Dans son mot de lancement, Paul Muyindo a martelé à l'intention des candidats présents à Kenge et à tous les autres à travers la République que seuls les meilleurs vont l'emporter et seront retenus comme personnel temporaire de la CENI. Qu'avec ces processus que nous venons de lancer, l'enrôlement ne va plus durer parce que juste après le test viendra la formation. Après la formation, ce sera l'étape directement, n'est-ce pas, de l'enrôlement. Par ailleurs, le membre du CEP entouré le rapporteur adjoint au milieu de plusieurs candidats retenus pour le test. La cérémonie proprement dite a commencé par le mot de bienvenue du CEP, Passi Masuka Antoine, qui a indiqué avoir enregistré dans son ressort 348 candidats FET, 22 candidats PFJ et 1249 candidats OPS. À l'issue de cette cérémonie, le rapporteur adjoint a fait visiter au vice-gouverneur les salles où les tests vont se dérouler, tout en lui expliquant comment cela va se passer dans un souci de transparence totale, comme le veut le nouveau management de la CENI, dirigé par le président Denis Kadima, qui prône une CENI des valeurs telles que la méritocratie. La ville de Kinshasa fait face à un sérieux problème de circulation routière ce dernier temps. Chaque jour, des embouteillages monstres sont constatés dans plusieurs artères de la capitale, perturbant ainsi le bon déroulement des activités socio-économiques. Constat de Jean-Marie Kazambou et Abiba Massoudi. Quelle est la cause principale des embouteillages à Kinshasa et à qui ça profite? C'est la question que se pose plus d'une personne et la démonstration pourra nous donner une réponse commune. Nous sommes à Tchangou, au quartier 1 jusqu'à Kingasani à Souka, et ces images ont été tournées une journée réputée des embouteillages dans la ville de Kinshasa, un vendredi. Face à un bouchon sans précédent, le constat est que les agents PCR au choisible jaune sont inondés. Le commandant de la police district de Tchangou, le colonel Kangambila, prend la décision de venir en appui au PCR passant vert et regarde le résultat. Il nous explique sa technique. Mais en tout cas, il y a transport en commun. Et les canasses, là, les clients vont utiliser. En face du marché de la Liberté, 2 agents PCR jaunes en pleine tracasserie, comme s'ils ont entendu que la fin du monde approche. Devant nos caméras, ils font semblant comme si tout va bien. Pourtant, tous en dessous du saute-mouton où ils tracassent le chauffeur au lieu d'évacuer les embouteillages. Un autre phénomène, c'est les conducteurs de transport en commun qui chargent et déchargent sur la voie publique et principalement sur le saute-mouton. La présence du commandant de la Tchangou sur la voie publique gêne le PCR jaune car c'est l'heure de la mendicité et tracasserie sans embouteillage, ils ne sauront pas bien le faire. Phénomène très visible dans certains points chauds de la capitale, par exemple à Wileringwasuma Triomphal, Point Gabi, et autres qui doivent être bannis car le PCR fond miroir de notre pays. À l'Équateur, environ 90 nouveaux médecins ont prêté serment et sont inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins du Congo. La cérémonie officielle de prestation de serment présidée par la ministre provinciale de la Santé au nom du gouverneur de province empêché a eu lieu à l'ISP Mbandaka. L'Ordre national vient de s'enrichir avec des nouveaux médecins, membres
inscrits au tableau de l'ordre. La cérémonie officielle du serment d'Hippocrate a eu lieu à l'ISP Mbandaka en présence d'Hébertien Tsadi, président national de l'ordre des médecins, qui a pris la parole pour mieux expliquer à ces nouveaux médecins les principes fondamentaux de la médecine. Et l'ordre est régi par la loi. L'ordre veille au maintien des principes, des moralités, des probités et des dévouements indispensables à l'exercice de la médecine, ainsi qu'à l'observance par tous ses membres que vous êtes désormais des devoirs professionnels et des règles de la déontologie médicale. Et délégué par les gouverneurs de l'Équateur, le ministre provincial de la Santé, Didier Ibengue, a pris la parole pour rendre hommage au chef de l'État pour son implication dans l'ordre des médecins et a rassuré les soutiens du gouvernement provincial et qui ne ménage aucun effort pour accompagner ces médecins. Au Burkina Faso, une attaque terroriste a eu lieu ce lundi à Djibo, dans le nord du pays. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Une annonce faite par l'état-major de l'armée burkinabé. Le groupe Meta présente ses excuses pour la panne mondiale qui a touché des centaines de millions d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde ce matin. La panne mondiale qui a rapidement fait le tour des réseaux dans plusieurs pays et sur plusieurs continents avait affecté le service de messagerie instantanée et perturbé l'envoi et la réception des messages pour ses utilisateurs. Guerre à l'Ukraine, des élus démocrates appellent Joe Biden à réajuster sa stratégie et engager des pourparlers directs avec la Russie. S'exprimant en ce terme, les élus de l'aile gauche souhaitent donc que Biden négocie dans le but d'obtenir un cessez-le-feu. Pour les élus de l'aile gauche, la famille politique de Joe Biden, le président américain, a échoué dans sa façon de conduire l'affaire russo-ukrainienne. Pour les élus démocrates, Joe Biden doit ajuster sa stratégie sur le sujet. Engager les pourparlers directs avec Moscou est l'option majeure et indubitable pour ce dernier. C'est la première fois qu'un tel appel sorte du propre camp du président. Dans une lettre venant du parti, les élus de l'aile gauche se sont adressés à Biden en disant, je cite, « Nous vous appelons à accompagner les soutiens économiques et militaires que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine d'une impulsion diplomatique proactive et à redoubler d'efforts pour chercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu. » Ils ont aussi laissé entendre qu'en tant que législateurs responsables de la manière dont sont dépensés de dizaines de milliards de dollars du contribuable américain en assistance militaire dans les conflits, ils pensent qu'une telle implication dans cette guerre crée également la responsabilité pour les États-Unis de sérieusement explorer d'autres voies possibles. Appelant Biden à employer des vigoureux efforts diplomatiques en soutien à un règlement négocié et à un cessez-le-feu, en engageant de pourparlers directs avec le Kremlin de Vladimir Poutine, le 30 démocrates libéraux derrière cette idée se sont exprimés, tenant compte de la destruction créée par cette guerre pour l'Ukraine et le monde, ainsi que de risques d'escalade catastrophique nucléaire en gestation pour les deux camps, la Russie et l'Ukraine. Et en sport, le judo congolais imprime une nouvelle marque depuis le week-end. La coordination a procédé à la sélection des meilleurs judokas du pays, femmes et hommes, à l'issue du tournoi organisé au studio Maman Angebi. Ces nouveaux judokas vont donc représenter le pays aux différentes compétitions, dont au 9e jeu de la francophonie qui pointe à l'horizon. Ces 68 judokas ont été sélectionnés à l'équipe nationale et remporté des titres après des alléchants combats sur tatami lors du tournoi organisé au studio Maman Angebi. Sur 443 athlètes, 145 seulement ont atteint la phase finale de ce tournoi qui a connu la participation des 6 provinces. On va commencer cette compétition par la phase préliminaire où chaque province a connu sa part de compétition et nous voici arrivés à la phase finale. Une chose est sûre, c'est que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. À l'issue de ces tournois, les athlètes ont salué l'initiative des autorités qui tiennent à tirer cette discipline du gouffre. Nous vivons aujourd'hui la renaissance du vrai judo au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, premier sportif congolais. Excellence, Monsieur le ministre, nous judokas congolais, nous vous
réconfirmons haut et fort ces surnoms de sauveurs de judo congolais. Parce que la crise au sein de notre grande famille judo avait traversé 3 différents ministres qui nous ont laissés sans une solution. La province de Kinshasa sera représentée par 54 athlètes en sélection en raison de ses 24 médailles en or, 15 en argent et 15 autres en bronze. Bientôt, la RDC sera dotée d'une politique culturelle. Le projet de loi est en cours d'élaboration au Musée national de la RDC sous le patronage du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Les culturels réunis dans un atelier ouvert hier lundi vont donc valider les principes fondamentaux concernant culture et les arts. Si les précédents travaux relatifs à l'élaboration des lois en faveur d'une politique culturelle en RDC, notamment lors de la conférence nationale souveraine en 1991, suivie par la tenue des États généraux de la culture en 2006 et de la déclaration de 2012, n'ont servi que de jalons, ceux en cours au Musée national de la RDC semblent plus que déterminants. Parlementaires culturels, collectifs des artistes et culturels, concept consulting et plateformes contemporaines, tous en bloc sous le patronage du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, vont à l'issue des 10 travaux valider le projet de la loi déterminant les principes fondamentaux concernant la culture et les arts. Lançant ces travaux, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a exhorté les culturels à la production d'un texte mis à jour en vue de réglementer et de protéger le secteur culturel. Que la finalité de cette démarche est double. Doter les secteurs culturels de textes réglementaires auxquels seront joints divers programmes. Dans cette première phase de 2 jours, les culturels appellent à des réformes structurelles, notamment la transformation des arts comme source de richesse, la redynamisation du fonds de promotion culturelle, la promotion des langues nationales, le sponsoring, le financement de la culture, l'émancipation sociale et culturelle de la femme artiste, la coopération culturelle bilatérale et multilatérale, ainsi que la protection du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. On en vient au rappel des principaux titres. Deuxième sommet extraordinaire de la CEACE à Kinshasa. La réunion de ce mardi devrait aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEACE en vue d'accompagner le processus politique du Tchad. Nouveau combat entre l'armée congolaise et le M23, des affrontements sur l'axe Kamugega. Alors que la situation est sous contrôle des FARDC, Kinshasa et Kigali se sont mutuellement accusés dans la soirée. Une accalmie s'est observée ce mardi d'après le président de la société civile de Rutshuru que vous avez suivi dans ce journal. Élection 2023, la CENI a déjà reçu plus de 400 millions de dollars américains pour son organisation dans le délai. Affirmation de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Tout de suite, la revue de presse. Restez avec nous. Le tour d'horizon de ce mardi se fera avec Christopher qui nous a rejoint depuis tout à l'heure. Bonjour et bienvenue Christopher. Bonjour et merci de me recevoir. On a échangé nos rôles. Oui, c'était différent hier. À la une de votre revue de presse, 2 communiqués, 2 pays. Oui, Amina Bayombo, je dirais même une réaction congolaise et une panique rwandaise. Il y a quelques jours, nous étions le 23 octobre, si je ne m'abuse. Le FARDC a annoncé des opérations de grande envergure sur terrain, rassurant, comme on peut le lire dans un paragraphe, la population de leur détermination de répondre avec vigueur aux attaques et de défendre l'intégrité territoriale, mais aussi protéger la population jusqu'au sacrifice suprême, comme on peut le lire sur cette note officielle qui dénonçait un peu plus haut le complot rwandais sous couvert des rebelles du M23. Des menaces des FARDC qui ne se sont pas limitées que sur la note parce que des nouvelles revenant du front confirment que la force de feu de l'armée loyaliste est montée d'un cran ces dernières heures. Pour preuve, cette étrange réaction du Rwanda, Amina, qui a toujours nié son implication dans cette agression du M23, mais qui s'est fait passer aujourd'hui pour son porte-parole. Dans un communiqué
étrange, j'insiste. Le Rwanda considère la réplique des FARDC contre les M23 comme une provocation. Oui, vous ne rêvez pas, une provocation. Est-ce que Ezalaka, comme dirait tout bon Quinois, pour eux, il faut prôner une solution pacifique. Ils dénoncent la haine et une violation du processus de Luanda et de Nairobi. Téné, Nairobi, puisqu'on en parle, ses partenaires, entre guillemets, pour le rétablissement de la paix dans cette partie de notre pays, nous informe info.cd, a retourné depuis quelque temps tous ces officiers militaires déployés en équipe d'avance dans l'Est, dans la perspective de l'opérationnalisation de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Souvenez-vous, ceux qui devraient entrer par Bunagana autrefois, d'après Félix Tshisekedi, les raisons de ce retrait ne sont pas non plus claires, mais le pays face à une évidence, on ne peut compter que sur les FARDC en ce moment. Lors de son briefing hebdomadaire hier, Patrick Mouyaya l'a encore rappelé, comme on peut le voir dans cet extrait de Stanislas Boujakera sur Twitter, la RDC ne perdra pas un seul centimètre de sa superficie et il n'y aura pas de dialogue avec un groupe rebelle dans cette guerre, comme on l'a toujours dit, qui doit être menée sur tous les fronts. Sur ce dossier, ce dernier point, le débat est intense sur les réseaux sociaux, sur la liberté de la presse, comme on peut le lire sur PPD News. Les journalistes Pascal Moulegoa, correspondant de RFI à Kinshasa, et Steve Wemby, celui du New York Times, ont été interpellés hier dans la soirée. Bien avant eux, ainsi que Stanis Boujakera, ont été victimes de plusieurs menaces sur les réseaux sociaux parce que relayant les faits froidement, sans prendre parti, ce qui n'a pas été le cas pour Télé 50. Ce lundi, Jean-Marie Kassamba, en compagnie de quelques journalistes, ont lancé l'assaut médiatique contre le complot et dont est victime la RDC, avec Willy Kalingai, Jérôme Sekana ou encore Fabien Lumbala. Un grand plateau qui a abordé toutes les questions à prendre en compte en ce moment d'agression. Il y a quelques commentaires qu'on peut lire rapidement avec vous, des téléspectateurs. Quelle émission pédagogique, des invités intelligents aux pensées intelligibles. Merci, cher Kassamba. JMK, tu es un très bon journaliste professionnel. Merci, monsieur Kassamba, d'avoir toujours de l'avance sur tous les autres médias. Il est temps que nous puissions changer de paradigme. La communication est une arme qui fait très mal aux ennemis. Aujourd'hui, nos pays voisins sont mal à l'aise sur le soulèvement du peuple grâce aux médias. Merci beaucoup pour cette émission d'éveil de conscience patriotique, monsieur Jean-Marie Kassamba. L'émission très commentée sur les réseaux sociaux est disponible sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Deuxième sujet, un peu plus local, la pluie a causé d'énormes dégâts hier à Kinshasa. Quand on ne sait pas bien préciser les dégâts, on peut au moins évoquer un spectacle à Mina Bayombo sur les réseaux sociaux. Des tonnes d'images comme ce que vous êtes en train de voir actuellement derrière moi ont montré quasiment tous les quartiers de Kinshasa sous l'eau, y compris le centre-ville Gombe. On peut lire dans un extrait du site internet Moté qui attribue la faute au manque d'une politique d'assainissement sérieux et la mauvaise urbanisation de Kinshasa. N'empêche que cela a tout de suite créé un business pour les jeunes. Vous connaissez déjà les taxis motos, mais inefficaces pour cette circonstance, il a fallu recourir aux taxis Namukongo pour vous négocier un prix devant une flaque d'eau et vous passez grâce au dos du porteur, espérant que vous négociez bien de peur qu'il ne vous laisse en plein milieu même de la flaque. C'est que l'on a également remarqué lors des inondations qui ont frappé plusieurs communes à Kinshasa, comme le démontre une vidéo publiée par Pascal Moulegoa. Ce sont des bidons en plastique qu'on va voir la capture d'écran suivant. Je crois que c'est écrit PPD News, c'est pour ça que Guilain hésite. Voilà, ce sont des bidons en plastique, tout un fleuve des bidons en plastique qui jonche les rues, cette fois de Ngaba, au même titre que la violence de l'eau sortie de ces différents lits, ce qui attire des interrogations sur les différentes initiatives prises depuis quelques temps pour un meilleur environnement. Kintoko ou autres, des billets des banques en échange des plastiques, sujet que vous maîtrisez bien, Amina Bayombo, parce que vous couvrez le secteur de l'environnement, d'ailleurs ici à Télé 50. Et pour terminer, on va faire un clin d'œil à l'événement qui a eu lieu hier à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de beau temps après la pluie, mais du côté de la CNCES, c'était l'occasion d'inaugurer un parking. Et c'est sur demande de mon ami Gaëtan Koubabouranzi que je reviens sur ce sujet qui a attiré notre attention dans le journal Le Monitor. L'inauguration du parking moderne, œuvre du directeur général intérimaire Jean-Simon Fouti-Kiakou. Relatant les faits, il signale la pluie d'hier comme un symbole d'arrosage des bénédictions sur ce parking inauguré à ciel ouvert en présence de plusieurs cadres
cadre de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le nouveau parking avec sa capacité de plus de 300 véhicules pour un coût global de 239 000 $ est œuvre de travail acharné, abattu depuis le mois d'août 2021 par le directeur général ad intérim, Jean-Simon Foutikakou, cet homme qui a, sachez-le bien, quadruplé les recettes de cet établissement public en moins de 2 ans de gestion. Merci beaucoup Christopher pour ce tour d'horizon ô combien patriotique. Merci Amina Bayombo de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste en continu.